Nous sommes le 12 août. C'est pour moi un grand privilège et un grand honneur d'accueillir dans Transition Protocol un analyste de renommée mondiale, respecté dans le monde entier et reconnu à l'échelle internationale, que vous avez tous vu et sans doute entendu. Mon grand ami, Parveen Swami. Il va vous parler de tous les événements qui se déroulent autour de nous. Si vous appréciez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Devenez membre payant pour recevoir ce contenu directement dans votre boîte mail, 2 fois par semaine. À vous, Parveen. Merci beaucoup, Zulfikar, et un grand merci, comme toujours, de m'accueillir sur votre chaîne. Il y a plusieurs choses dont je voudrais parler. Commençons par l'accord de défense conjoint de la Mecque, dont tout le monde parle. Personne ne semble vraiment savoir de quoi il s'agit. Et la raison est très évidente. Les 3 pays, ainsi que l'Iran, ne veulent pas en préciser grand-chose. Mais si l'on lit entre les lignes, on comprend très clairement de quoi il retourne. Il ne devrait y avoir aucun doute sur la raison pour laquelle ils ne veulent pas être plus clairs. C'est parce que la guerre n'est pas encore terminée. C'est la raison. Alors, voyons d'abord ce que cet accord vise à faire. L'idée, c'est que le cadre américain, fondé sur la sécurité absolue, le cadre de sécurité qui existe dans la région, repose sur le concept de sécurité absolue, qui est un jeu à somme nulle. Toute leur base, c'est la façon de penser des Américains. C'est la façon dont le monde a pensé jusqu'à présent. Le concept de sécurité absolue, c'est un jeu à somme nulle. Cela mène aux guerres, cela mène aux conflits. Il faut remplacer cela par un cadre régional fondé sur la sécurité collective. Or, la sécurité collective, c'est complètement différent. Je n'entrerai pas dans les détails, sauf pour dire que cette idée ou cette vision a été formulée par le président Poutine et le président Xi Jinping en 2013. L'idée de la sécurité collective, et ce qu'on fait avec elle, c'est qu'on s'assoit et qu'on négocie ses problèmes. On ne cherche pas sa propre sécurité aux dépens de celle des autres. On parle de discussion. On envisage un cadre plus large, parce que l'objectif de la sécurité collective, c'est le développement et le progrès des 2 nations, ou de toutes les nations, qui adhèrent au concept de sécurité collective. Voilà de quoi il s'agit. Ces 3 pays qui se sont rapprochés le font donc pour soutenir le concept de sécurité collective, annoncé par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, le 29 juin. Il l'a déclaré publiquement, et il l'a fait après sa visite en Russie, le 27 avril, où il a rencontré le président Poutine à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'après son déplacement en Chine, le 6 mai, où il a rencontré Wang Yi. Après cela, on sait que le 17 juin, le protocole d'accord d'Islamabad a été signé. Et l'élément le plus important, qui a été minimisé, c'est que le 23 juin, Pezeshkian, le président iranien, a effectué une visite d'État à Islamabad. Et la raison était très simple, au-delà des autres éléments mentionnés dans leur communiqué de presse. L'idée était d'obtenir l'adhésion des Pakistanais afin de mettre en place ce cadre de sécurité régionale, fondé sur le concept de sécurité collective. Les Pakistanais ont donc accepté. Et c'est pourquoi, le 29, comme je l'ai dit, Araghchi l'a annoncé. Les 2 choses qu'il a déclarées publiquement, c'est que dans ce cadre régional, les puissances extérieures seraient exclues. Et l'autre chose qu'il a dite, c'est qu'il s'agit d'une architecture de sécurité régionale, dans laquelle tous les pays de la région se parleront et verront comment les problèmes peuvent être résolus. Il s'agit essentiellement de sécurité, puis ensuite de questions économiques, parce qu'à terme, ce cadre doit conduire au développement et au progrès de toutes les nations, après le départ des Américains d'Asie occidentale. Et puis, un autre événement important, qui là encore a été minimisé, s'est produit les 13 et 14 juillet,
lorsque le maréchal Asim Munir s'est rendu en Turquie. When Field Marshal Asim Munir he visited Turkey, he had a sorry interaction. Il a eu une interaction avec les plus hauts dirigeants là-bas. Et c'est finalement le 7 août que le communiqué de presse pakistanais est sorti. Il évoquait l'accord conjoint de défense de la Mecque. Comme je l'ai dit, il comporte 2 volets. L'un d'eux, clairement mentionné dans le communiqué pakistanais, concerne la sécurité collective. C'est bien de cela qu'il parle. Pour l'instant, cela concerne donc la région, mais cela doit être étendu au monde islamique. Et c'est là que le Pakistan jouera un rôle très important. Alors, pour m'arrêter un instant et souligner un point, le Pakistan n'est pas seulement aujourd'hui le principal médiateur entre Trump et les plus hauts dirigeants iraniens. And the Iranians, top leadership. Pakistan also will be doing the heavy lifting. Le Pakistan jouera aussi un rôle majeur pour amener les pays islamiques à comprendre le concept de sécurité collective, qui sous-tend la vision d'un nouvel ordre mondial soutenu par la Russie et la Chine. Maintenant, pour aller plus loin, après la sécurité collective, ce communiqué de presse évoque aussi un autre point, la dissuasion collective. Et là, il semble y avoir beaucoup de confusion. Beaucoup d'analystes américains disent « Regardez, c'est sur le modèle de l'OTAN, parce qu'il est question qu'une attaque contre l'un soit considérée comme une attaque contre tous. » Non, ce n'est pas ce qui est dit. Car il faut lire le message publié le même jour, le 7 août, par le Premier ministre turc Erdogan, dans lequel il précise clairement que cela relèvera de l'article 51 des Nations Unies. This will be under Article 51 of the United Nations. So, collective deterrence has 2 parts. La dissuasion collective comporte donc 2 volets. Le premier, c'est la dissuasion. Cela veut dire que tout pays extérieur sera dissuadé, parce que ces 3 pays font front commun. Et évidemment, ici, le signal ou l'indication s'adresse à Israël, qui se trouve en Asie occidentale, mais avec lequel tous les pays ont plus ou moins un problème, y compris la Turquie, qui a aujourd'hui un problème avec lui. Voilà pour le volet dissuasion. Le deuxième volet concerne la défense. Et la défense relève de l'article 51 des Nations Unies. Cela a été clairement écrit dans le message publié par Erdogan sur les réseaux sociaux. Il l'a mentionné. Autrement dit, toute action de défense qui devra être menée le sera dans le cadre des Nations Unies. Will be done under the United Nations. So it is not NATO-like, first of all. NATO has Donc, d'abord, ce n'est pas comparable à l'OTAN. L'OTAN n'a rien à voir avec les Nations Unies. Et si vous regardez l'article 51, il dit clairement qu'une action défensive sera engagée en cas d'attaque contre un pays quelconque. Ce pays informera aussi le Conseil de sécurité de l'ONU qu'il a été attaqué. Cela signifie que le rôle central de l'ONU sera préservé. Ensuite, ce pays décidera s'il veut exercer une légitime défense individuelle ou une légitime défense collective. Concrètement, hypothétiquement, s'il y avait une guerre ou une escarmouche entre Israël et la Turquie déciderait du type d'aide qu'elle souhaite recevoir des 2 autres membres de l'accord de défense. Rien n'est automatique ici. Ils voudront peut-être davantage, puisqu'ils auront un partenariat de défense conjoint. Ils pourraient vouloir certains équipements issus des chaînes de production pakistanaises. Ils pourraient vouloir quelque chose des Saoudiens. Donc cela doit être élargi. Et déjà, beaucoup de pays du Conseil de coopération du Golfe, le Koweït et Bahreïn, ont tous manifesté leur intérêt pour y participer. Quant au Pakistan, il est aussi allé au-delà de l'Asie occidentale, sur le continent africain, où il a de nouveau conclu une coopération en matière de défense avec la Somalie, selon des principes similaires de sécurité collective. Et selon mon évaluation, ce que nous allons voir, c'est que les Pakistanais vont étendre encore davantage cette présence sur le continent africain. Car l'Afrique compte aujourd'hui 54 pays, dont 20 à majorité musulmane. Les Pakistanais vont donc chercher à établir une coopération en matière de défense avec tous ces pays. Comment cela a-t-il été possible?
Je n'ai même pas besoin de remonter à l'opération Sindoor. Tous ces pays sont arrivés à la conclusion que le Pakistan possède non seulement des armes nucléaires et qu'il est non seulement un pays musulman, mais qu'il dispose aussi de capacités de guerre conventionnelles très crédibles. Il n'a aucune relation diplomatique avec Israël, et les trois grandes puissances du monde multipolaire sont à l'aise dans leurs échanges avec le Pakistan. Voilà donc, très brièvement, de quoi il s'agit dans toute cette affaire. Venons-en maintenant au Pakistan. Vous voyez, le problème avec Trump, c'est qu'il le sait lui aussi, et les Iraniens l'ont compris. Ce sont des gens avisés. La guerre, qui a commencé le 28 février, s'est en réalité terminée le 8 avril, lorsque la campagne aérienne de 39 jours, menée conjointement par les forces aériennes américaines et israéliennes, n'a pas produit les résultats escomptés. C'était la fin. Après cela, il n'y a eu que des rodomontades. Il n'y a eu que des postures de la part du président Trump. Et aujourd'hui, nous savons qu'il n'a réellement plus d'option militaire et que le temps joue contre lui. Il n'a pas seulement les élections de novembre à gérer. Les réserves stratégiques de pétrole ont diminué. Selon certains rapports, il serait aujourd'hui au plus bas aux États-Unis depuis 1983. Et l'autre problème auquel Trump est confronté, c'est qu'il n'a aucun moyen de combler rapidement la pénurie. Une pénurie massive de missiles et de missiles intercepteurs. C'est pour cela que de nombreux rapports disent qu'il crie et s'emporte contre Pete Hegseth, parce qu'il lui aurait donné de mauvaises informations sur l'état de préparation des forces américaines. C'est aussi quelque chose dont j'ai déjà parlé sur votre chaîne. En ce qui concerne les Iraniens, ils ont affronté l'armée américaine, une armée très puissante, avec des capacités du XXe siècle, alors que les États-Unis avaient des capacités du XXe siècle. Vous voyez, tout cela a commencé après le 8 avril. C'est ce que j'avais dit. Arashi est d'abord allé en Russie le 27 avril, puis en Chine, afin d'obtenir leur soutien pour une architecture de sécurité régionale dans laquelle le gros du travail en Asie occidentale, hors d'Asie occidentale et dans le monde islamique sera assumé par le Pakistan. Et ce n'est pas tout. Le ministre pakistanais de l'Intérieur était sur place pour rencontrer le secrétaire principal, le nouveau secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Raisi. Alors, de quoi discutent-ils? Ils discutent essentiellement du rôle à jouer et des mesures à prendre pour la suite. C'est ce qui est en train de se passer, selon mon analyse. Et en ce qui concerne les Iraniens, avec l'important remaniement de leur armée qu'ils ont aussi annoncé publiquement, ce qu'ils font, ne vous y trompez pas. Beaucoup pensent que ce n'est que de la rhétorique. Mais il n'y a absolument aucune rhétorique là-dedans. Quand les Iraniens font quelque chose, il faut le prendre au sérieux. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ou disons depuis l'annonce récente de ce remaniement, ce qui se passait, c'est que les Iraniens se concentraient davantage sur la diplomatie, après avoir gagné la guerre le 8 avril. Ils se concentraient donc sur deux choses. La première, c'était la diplomatie. La seconde, c'était de renforcer leur capacité nationale en matière de missiles et de drones, avec beaucoup de matériel venant de l'extérieur, peut-être de Chine, peut-être de Russie. Leurs missiles de pointe, dont ils parlent aujourd'hui, ce sont ce que nous appelons des missiles de croisière hypersoniques. Des missiles qui vont à plus de 5 Mach. Mach, c'est la vitesse du son. Des missiles capables de manœuvrer, qui évoluent dans les couches les plus hautes de l'atmosphère. Ils sont impossibles. Et d'un autre côté, les Israéliens et les Américains n'ont tout simplement pas les intercepteurs. C'était donc la première étape. La deuxième étape, c'est qu'après ce remaniement militaire, qui a été annoncé, ils ne dévieront pas de leur objectif. C'est important. Quel est aujourd'hui l'objectif de l'Iran?
L'objectif qu'ils ont énoncé très clairement, c'est que les forces américaines quittent la région. Ils ne parlent plus de l'article 4 du protocole d'accord, qui évoquait de manière très ambiguë le départ des forces américaines des abords de l'Iran. Maintenant, ils parlent de la région, parce que une fois que les forces américaines auront quitté la région, c'est à ce moment-là que ce cadre entrera en jeu. Il est en train d'être mis en place par le biais de cet accord de défense conjoint entre ces trois pays. Et j'ai dit que cela allait continuer d'augmenter. Les deux démarches se déroulent donc simultanément. Dans ce cadre, ce que les dirigeants militaires iraniens regardent aujourd'hui, c'est évidemment Israël. Car Israël a très clairement indiqué qu'il ne se retirera pas du Liban, ni de Gaza, ce qui est totalement inacceptable pour les Iraniens. Par conséquent, ce que les Iraniens essaient de faire, c'est tout ce va-et-vient. Le Pakistan, Mohsen Naqvi qui se rend en Iran, le président iranien Pezeshkian, qui déclare publiquement une nouvelle fois que nous avons des liens stratégiques avec le Pakistan. En réalité, aujourd'hui, c'est une relation très étroite, et elle le restera. Pourquoi? Permettez-moi encore une fois, je fais des détours pour souligner certains points. Pourquoi cela va-t-il rester ainsi? Parce que ce qui est en train d'être créé, c'est un cadre musulman ou islamique. Et c'est un parfait exemple de nations sunnites et de nations chiites qui travaillent main dans la main. C'est un parfait exemple. Cela restera ainsi, et ce sont aussi des voisins. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que les Iraniens, malgré leurs déclarations publiques sur des conditions très strictes, des conditions fermes, selon lesquelles le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira pas tant que les Américains ne lèveront pas le blocus naval, tant que toutes les sanctions ne seront pas levées, tant que les forces américaines ne quitteront pas la région, tant que leurs fonds gelés ne seront pas débloqués, et tant qu'il n'y aura pas une paix permanente pour tous leurs alliés, en référence au Liban, aux Yéménites et à Gaza, essentiellement Gaza et le Liban, ces deux zones, et tant que les Américains ne paieront pas les réparations de guerre. Toutes ces choses figurent dans le protocole d'accord. Et d'ailleurs, le 17 de ce mois, ce protocole d'accord aura aussi atteint ses 60 jours. Vous voyez, la situation est simple. Ils disent tout cela. Ils le pensent réellement. Mais en même temps, les Pakistanais travaillent beaucoup pour voir si Trump peut encore céder et commencer à discuter et accepter le protocole d'accord, qui est certainement très favorable à l'Iran. Là-dessus, il n'y a aucun doute. S'ils ne le font pas, j'ai dit qu'ils ne détourneront pas leur attention de leur objectif. L'objectif, c'est d'aider le Pakistan et les trois pays, dont la Turquie. Vous voyez, le ministre turc des Affaires étrangères s'était rendu en Libye. Or, la Libye, là encore, n'a pas de relations diplomatiques avec Israël. Ils ont beaucoup de problèmes avec Israël. Donc, les deux font beaucoup de travail. La Turquie agit. Le Pakistan agit aussi. Mais ce que fait le Pakistan est bien plus substantiel. Et cela va continuer à s'étendre. Donc, pour le moment, les Iraniens envisagent ceci. Si les Pakistanais peuvent obtenir leurs conditions, et quelles sont-elles? Qu'aucun élément du protocole d'accord signé le 17 juin ne soit édulcoré. Si Trump accepte de venir en discuter, très bien. Après cela, je m'attends à ce que, vous savez, après tous ces remaniements, la cible soit Israël, parce que c'est là que se concentre aujourd'hui la présence des forces américaines. En dehors de cela, les Américains n'ont pratiquement rien ailleurs. Vous voyez le porte-avions Abraham Lincoln, qui a eu un problème. Il y a eu des suicides à bord. Le Gerald Ford a été déployé. On ne peut donc pas mener une guerre du XXIe siècle avec tous ces énormes porte-avions. Voilà, en gros. Si je peux conclure ce point en disant que, premièrement, les Iraniens sont totalement focalisés sur la création de ce cadre régional. Ils savent que les Pakistanais vont y faire beaucoup de travail, et les Pakistanais sont prêts à le faire.
En plus de leur rôle de médiateur, ils veulent à un certain stade, et ils ont déjà commencé avec la Somalie, étendre cela au-delà de la région, au monde musulman. Voilà un premier aspect. Le deuxième point, c'est que les Iraniens veulent, avec l'aide d'une médiation pakistanaise, amener Trump à parler sérieusement du protocole d'accord. Cela voudrait dire que Trump serait alors responsable de veiller à ce que l'article 1er de ce protocole soit mis en œuvre, qu'il soit appliqué. Et l'article 1er prévoit que l'Amérique parle à Israël et lui dise « Écoutez, vous devez retirer vos forces du Liban et de Gaza. » Or, il est certain que les Israéliens n'écouteront pas l'Amérique. Et ensuite, ce que nous verrons, si cette guerre continue, je veux dire, l'Amérique et son empire, de toute façon, sont en train de sombrer. Mais la cible des Iraniens sera alors Israël. Voilà comment, Zulfikar, je vois la situation dans son ensemble. Eh bien, je partage totalement votre avis et je soutiens chacune de vos déclarations, chacune de vos conclusions. J'ai passé pas mal de temps aujourd'hui à parler avec beaucoup de gens, en particulier avec ceux qui sont liés à notre réseau, à notre chaîne. Nos cofondateurs, Larry Johnson et Pepe Escobar, disposent de sources très solides, en plus de celles que nous avons au Pakistan, au sein des plus hautes instances de sécurité pakistanaises, ainsi qu'en Iran. Et tout ce que vous avez dit est remarquablement exact. J'aimerais attirer votre attention sur un point dont vous et moi avons brièvement parlé avant de commencer. Que pensez-vous de cette stupidité crasse qui vient de la Maison-Blanche? Enfin, tout le monde sait que c'est de la stupidité crasse, sauf peut-être Trump, qui ne sait pas que c'en est. Je doute qu'il comprenne la différence entre la stupidité crasse et la réalité, ce qui explique pourquoi il en est arrivé à cette guerre. Bessent dit aux gens, « Oh, ne vous inquiétez pas du détroit d'Ormuz. Nous avons une solution de remplacement. Nous la construisons, blablabla, des oléoducs, etc. » Ce qui m'inquiète, c'est que Trump puisse réellement croire à ces absurdités. Et s'il y croit, alors il pourrait ne pas parvenir à la conclusion à laquelle tout le monde est arrivé. Il doit emprunter la porte de sortie que l'Iran lui a offerte, d'une manière un tant soit peu honorable. Cette possibilité lui sera retirée s'il ne le fait pas très vite. Vous êtes un analyste très perspicace, l'une des personnes les plus perspicaces et les mieux informées sur tout cela. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous savez, Zulfikar, avant de répondre à votre question, il y a une autre information sur laquelle je veux attirer votre attention. L'Arabie saoudite, qui est également membre de cet accord de défense conjoint qui a été signé, a elle aussi ouvert ce qu'on appelle le corridor du Groenland avec Oman. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce corridor du Groenland fonctionnait pendant la guerre entre les Émirats arabes unis et Oman. Désormais, ce corridor a été étendu jusqu'à l'Arabie saoudite, sur une distance d'un peu plus de 700 km. C'est une route terrestre. En gros, cela permet de contourner le détroit d'Ormuz. Il y a une pénurie alimentaire qui se produit. Les Émirats arabes unis recevaient donc toute leur nourriture d'Oman par ce corridor. Et maintenant, les Saoudiens se sont eux aussi associés. Donc, les camions arriveront là-bas. Ensuite, l'expédition arrivera, la cargaison arrivera, puis elle sera chargée sur les camions. Elle parcourra alors les 700 km avant d'atteindre l'Arabie saoudite. Ce que je veux dire, c'est que les Saoudiens ressentent déjà la pression, une forte pression. Parce qu'il faut garder à l'esprit que tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe, et l'Arabie saoudite est le plus grand d'entre eux, dépendent énormément de l'extérieur pour leur alimentation. Ils dépendent aussi énormément de l'extérieur pour l'eau, via les usines de dessalement qu'ils ont mises en place. Leur dépendance est donc massive. Alors si c'est ce que les Saoudiens ont commencé à faire, c'est sûrement qu'ils pensent que les bases américaines doivent partir d'ici
de leur territoire. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Saoudiens ne deviennent plus fermes en disant à Trump que les vestiges de leurs bases aériennes présents sur le sol saoudien constituent une vulnérabilité pour les Saoudiens et qu'ils doivent partir. C'est un élément. Et comme je l'ai dit, de plus en plus de pays du CCG veulent rejoindre cet accord de défense. Je veux dire, ils ont déjà manifesté leur intérêt, le Koweït a manifesté son intérêt, Bahreïn aussi, et ils vont tous le rejoindre. Et si ce corridor fonctionne, ce qui est le cas, comme je l'ai dit, ce corridor du Groenland, alors évidemment, les Iraniens en sont conscients et ils le permettent. Pourquoi? Parce que les Iraniens essaient de créer un cadre régional. Ils ne veulent pas, sans nécessité, frapper l'Arabie saoudite ou tout autre pays du CCG. Maintenant, une fois qu'on a bien compris ce contexte et qu'on comprend à quel point les Saoudiens sont aujourd'hui sous pression, il devrait devenir très clair pour tout le monde que Scott Bessent ne dit absolument rien de cohérent. Parce que, pour un pays comme l'Arabie saoudite, l'alimentation est un problème. Ils n'arrivent pas à vendre leur pétrole. La mer Rouge est fermée. Les Houthis leur causent des problèmes à chaque heure. Ils sont en très grande difficulté. Et puis, d'abord, ces pipelines ne peuvent pas être construits tant que la guerre continue. C'est une chose qu'il faut comprendre. Qu'en est-il des infrastructures? Comment vont-elles être acheminées par avion? D'où vont-elles venir? Par quelle route vont-elles passer? Donc tout cela, c'est un fantasme, un rêve. Rien de plus. Et puis le point essentiel, c'est que tous ces pays, s'ils subissent autant de pression, seront contre cet oléoduc. Ils préféreront s'intégrer aux infrastructures régionales. Et les Iraniens en parlent depuis longtemps. Et je suis sûr que même ces trois pays concernés par les accords de défense vont parler aux Saoudiens, parler aux autres pays du CCG. Je mets simplement les Émirats arabes unis à part, parce qu'ils jouent sur un terrain différent, mais ils finiront bien par revenir à la raison, tôt ou tard. Donc mon point est le suivant. Quand Scott Bessent en parle, a-t-il donné un calendrier? Y a-t-il une voie à suivre? A-t-il évoqué un mécanisme? Là, on tire en l'air. Ça ne veut absolument rien dire. Ces pipelines ne sont absolument pas réalisables. Vous voyez, la guerre est en cours. Une fois que la guerre sera terminée et que les Américains ne seront plus là, quel pipeline allez-vous tracer? Et qui vous permettra de le faire? Donc voilà, je pense que Zulfikar n'a absolument aucun sens pour moi. Bien sûr, je n'ai jamais laissé entendre qu'il tenait un discours sensé pour qui que ce soit. Je voulais seulement dire que ce genre d'absurdité sort de sa bouche. Mais elle ne s'adresse qu'à une seule personne. Et vous comme moi savons qui est cette personne. Et cette personne pourrait bien croire à ces absurdités. Et, en y croyant, elle pourrait prolonger cette situation au-delà de ce qui est nécessaire. Or, comme les téléspectateurs de notre chaîne le savent, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir certains renseignements de sources qui sont dans la pièce, pour ainsi dire, et qui participent aux conversations avec tous ceux qui prennent les décisions. Mohsen Naqvi vient tout juste de rentrer d'une visite auprès de l'homme numéro 2 en Iran aujourd'hui, Mohsen Rezaei. Et selon le compte-rendu qu'il a fait aux dirigeants pakistanais, sur lequel j'ai l'honneur d'avoir quelques informations, ils sont disposés à conclure un accord par l'intermédiaire du Pakistan, évidemment. Mais ils ne reculeront pas d'un pouce, pas d'un pouce, pas d'un centimètre, sur leurs exigences fondamentales. Ils ne céderont qu'à une seule condition, les réparations. Et encore, seulement dans la mesure où la discussion sur ce sujet serait repoussée à un stade un peu plus tardif. Ce ne serait pas une condition préalable. C'est ce que rapportent les informations venant du Pakistan. Il y a aussi des informations venant d'Iran. Et à ma connaissance, ils ont parlé à J.D. Vance, parfois directement, parfois par l'intermédiaire de ses émissaires.
toujours à ma connaissance. Ils ont reçu un signal positif de vente, mais ils ne savent pas si Trump est d'accord ou non. Il est peut-être encore dans son monde imaginaire, à penser que Scott Bessent va faire aboutir ce pipeline. Alors, selon vous, comment ça va-t-il se dérouler dans les prochains jours, disons? Parce qu'ils n'ont pas vraiment plus que quelques jours avant qu'une catastrophe ne se produise. Vous voyez, d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites sur les réparations de guerre. Mais j'irai beaucoup plus loin. Parce que vous voyez, ce que veulent les Iraniens, c'est que les Américains quittent l'Asie occidentale. C'est leur exigence. Et aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens parlent aussi du pétro-yuan. Alors que le pétro-yuan voit le jour ou non, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que l'Iran fera très bientôt partie de la nouvelle banque de développement. Vous voyez, la nouvelle circule déjà. C'est ce que nous appelons la banque des BRICS. Et au sein de la banque des BRICS, ils étudient les règlements commerciaux en monnaie nationale et les paiements transfrontaliers, la manière dont ils doivent être effectués, ce qui signifie contourner le dollar américain. Donc, c'est un aspect de ce qui se passe. Comme je l'ai dit, leur objectif est celui-là. Et en ce qui concerne Hormuz, ils en ont le contrôle. Nous en avons déjà parlé. La gestion relève des États côtiers, c'est-à-dire l'Iran et Oman. La sécurité relève de la marine des gardiens de la Révolution. Et ils prendront aussi en compte les intérêts des nations riveraines, c'est-à-dire les pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que le droit international. Ils ne céderont donc absolument pas sur le détroit d'Hormuz. Ils ne céderont absolument pas sur le fait de leur permettre de commercer leur pétrole, vous savez, ni sur la levée de toutes les sanctions concernant leur commerce, leur pétrole, leur gaz et leurs produits pétrochimiques. Ils ne céderont pas là-dessus. Et puis, leurs propres avoirs gelés. Là-dessus, ils ne feront aucun compromis. Donc, en ce qui concerne les réparations de guerre, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit à juste titre, je suis tout à fait d'accord avec ça, ils accepteront. Mais ils ne feront pas de compromis sur le fait que les Américains obtiennent des Israéliens qu'ils quittent le Liban, la zone de sécurité qu'ils y ont créée, et qu'ils cessent de tuer, vous savez, les Gazaouis à Gaza, les Palestiniens là-bas, ce qu'ils font. Et en ce qui concerne Netanyahou, il a déjà rejeté, vous savez, ce conseil de la paix de Trump. Il ne l'a pas accepté, parce qu'il dit que le Hamas doit d'abord désarmer, ce qui n'arrivera pas. Ce n'est plus à lui de dicter les règles. Le monde a changé. La guerre a changé. Tout a changé dans la région. Les dynamiques ont changé. La carte a changé. Il n'y a que les sionistes qui ne semblent pas le comprendre. Trump revient à la raison, pour la simple raison qu'il voit la fin des pétrodollars. Je suis sûr que quelqu'un le lui a dit. Voilà où nous en sommes. Donc, je suis d'accord avec vous. Les réparations de guerre sont un sujet sur lequel ils seront tout à fait prêts à faire des compromis. Mais sur rien d'autre, ils ne transigeront. Et puis il y aura aussi la question des armes nucléaires, un sujet dont personne n'a parlé récemment, parce que toute l'attention s'est portée sur Hormuz. À mon avis, les Iraniens diront peut-être publiquement qu'ils ne cherchent pas à se doter d'armes nucléaires. Pas maintenant, une fois que l'accord sera conclu. Et à ce moment-là, si les Américains quittent l'Asie occidentale, sauf Israël, ils resteront en Israël. Ils ne partiront pas de là-bas, parce qu'Israël aura sous son contrôle les capacités du commandement central, ainsi que les capacités de la CIA. Israël aura tout cela. Donc, à un certain stade, parce qu'ils doivent dire, alors, cela fait partie du cadre régional. Il faut dire à tous ces pays qui veulent faire partie de ce cadre régional et de cet accord de défense commune, que regardez, nous sommes tous partenaires. L'Iran n'est pas une puissance hégémonique. Parce que, il doit y avoir, des doutes dans l'esprit de nombreux pays du CCG. Et si l'Iran obtenait l'arme nucléaire? Donc je suis sûr qu'à un certain moment,
le président Pezeshkian ou quelqu'un d'autre le clarifiera. Mais ce n'est pas le moment de le faire. Le moment est venu d'amener Trump à venir discuter et à discuter sincèrement, sans transiger sur le protocole d'accord avec l'Iran, ni sur celui d'Islamabad. Pas comme ce qu'ils ont fait le 11 avril lorsqu'ils sont allés à Islamabad avec J.D. Vance à la tête de la délégation américaine et qu'en moins de 24 heures, ils ont quitté les discussions. Puis 2 jours après, le 13 avril, ils ont mis en place le blocus naval. Et en quoi ce blocus naval a-t-il aidé? Je ne comprends pas, parce qu'eux aussi en souffrent. Aujourd'hui, tout le monde est en difficulté. Et ce que les Américains ne semblent pas comprendre, c'est que lorsqu'on impose un blocus naval, c'est un acte de guerre. C'est simplement que les Iraniens ne veulent pas aggraver inutilement la situation militaire. Sinon, ils en ont les capacités. Ils peuvent frapper 2 ou 3 navires américains qui participent au blocus. Et puis on voit le prestige de l'Amérique. Il ne cesse de baisser. Donc ce que je dis, c'est que je suis entièrement d'accord avec vous. Le Pakistan joue certainement un rôle très important. Il agit à la fois comme médiateur, et je le dirais ainsi, comme médiateur dans la construction d'un cadre islamique qui finira par dépasser l'Asie occidentale. Et ensuite, à mon avis, d'ici 2030, ce concept de sécurité collective sera accepté par la majorité des pays du Sud global, qui représentent 80% de la population mondiale. Ce sont des pays avides de développement, avides de progrès. Ils veulent la paix. Donc, cet arrangement de sécurité collective offre une paix parfaite, et l'essentiel du travail est sans aucun doute accompli par les Pakistanais. Eh bien d'accord, Parveen. J'ai un élément d'information supplémentaire à partager avec notre audience et avec vous. Il nous parvient directement d'Islamabad, après des consultations avec Mohsen Rezaei. L'accord entre ces 2 pays, c'est que les États-Unis pourraient ne pas être en mesure, à cause de Trump, bien sûr, totalement compromis par les sionistes, d'exiger que Netanyahou cesse les bombardements au Liban et se retire de Gaza. Donc, leur position de repli, leur plan B, c'est que tant que les États-Unis ne viennent pas au secours d'Israël, si Israël continue à faire ces choses après le départ des États-Unis de la région, alors ils laisseront l'Iran régler son compte à Israël selon ses propres conditions. C'est leur deuxième position de repli. Et ils ont déjà présenté cela, ou sont sur le point de le faire. Ils pensent qu'un accord sur cette question, ce deuxième point de désaccord, peut être conclu entre les deux, à condition que Trump ne recommence pas à croire aux absurdités récemment proférées par Besant. Or, si cela se produit, une guerre ouverte éclatera entre Israël et l'Iran. Qu'en pensez-vous? Oui, vous voyez, je vous le dis, c'est précisément ce dont je parlais. Vous m'avez dit que c'était du renseignement, ou que des gens vous avaient communiqué cette information. Donc ici, vous voyez, il y a 2 ou 3 éléments qu'il faut garder à l'esprit. Le premier, c'est que le contrôle de ces sionistes sur Washington est très fort. Et on l'a déjà vu à la Chambre des représentants. Vous savez, dans le cadre de la loi d'autorisation de la défense nationale pour 2027, cette déclaration a été adoptée. Donc, une fois qu'on comprend cela, il devient très clair que même si Trump quitte l'Asie occidentale, le commandement central restera sous Israël et la CIA restera sous Israël. Parce que, pour les sionistes en Amérique, il est important qu'Israël survive. Or, le problème, c'est qu'Israël ne veut pas seulement survivre, il ne veut pas renoncer à son rêve israélien. Et c'est là que, selon moi, la deuxième partie sera menée par les Iraniens et les Chinois. Voyez, la Chine est un pays qui, si vous vous en souvenez, en 2023-2024,
Elle a obtenu le rapprochement entre l'Iran et les Saoudiens. Les deux pays n'avaient plus de relations diplomatiques depuis 7 ans. Puis, une nouvelle fois, Pékin a été le lieu où les 14 groupes palestiniens, dont le Fatah et le Hamas, ont été réunis en 2024, vous savez, pour former un front uni. Donc ce que je veux dire, c'est que la question palestinienne, une fois encore, même si les Iraniens en parlent déjà, ils vont alors s'exprimer beaucoup plus ouvertement. Car tant que cette question palestinienne ne sera pas sincèrement mise sur la table, alors même qu'aujourd'hui, il y a l'espoir qu'elle soit réglée, parce que les Américains quittent l'Asie occidentale et que le monde est multipolaire. Et les trois, vous savez, les deux grandes puissances, la Russie et la Chine, sont favorables à la cause palestinienne. Donc je pense que c'est là le cœur du problème. Il faudra donc un peu de temps pour ramener les sionistes à la raison, pour qu'ils comprennent que, regardez, ce dont ils rêvaient, c'est terminé. Ils peuvent vivre en Asie occidentale, mais ils doivent aussi y vivre en respectant les autres pays. C'est ainsi que je vois les choses évoluer, Zulfikar. Dans quel délai voyez-vous ça se mettre en place? Vous voyez, concernant le départ des Américains d'Asie occidentale, je dirais que cela se fera peut-être d'ici 2 mois. Ça ne peut pas prendre plus de temps. Tout cela. Je suis d'accord. Non, c'est cette posture. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'où on peut aller comme ça. Vous voyez, novembre, c'est l'échéance pour lui. Et nous sommes déjà en août. Donc, d'ici novembre. Il est très clair que pour ce qui est des pays du CCG, à l'exception des Émirats arabes unis, ils commencent tous à prendre la mesure du coup. Ils sentent la pression. Ils voient qu'il y a un problème. Comme je vous l'ai dit, avec l'exemple des Saoudiens qui ont ouvert ce corridor du Groenland. Ils comprennent donc tous que le retour des bases américaines sur leur sol leur pose problème. Cela ne leur apporte pas de sécurité. Et ils comprennent tous qu'ils devront discuter des questions régionales avec l'Iran. Je parle notamment du détroit d'Ormuz, de la manière dont il doit fonctionner. Leur avis sera pris en compte, mais ce sont ensuite les Iraniens et les Omanais qui décideront comment cela devra se faire. En substance, les Iraniens, ce sont eux qui ont, vous savez, gagné cette guerre. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, beaucoup de gens parlent de l'Iran comme d'une future superpuissance. Tout ce lexique, vous savez, c'est un lexique américain. Ils n'arrêtent pas de parler de superpuissance. Mais regardez, l'époque des superpuissances est terminée. Aujourd'hui, dans le monde multipolaire, il y a 3 grandes puissances. L'Iran a fait quelque chose que personne ne s'attendait à le voir faire, grâce à sa sagesse. Ils l'ont fait, et ils avancent de manière très méthodique. Donc l'Iran a gagné la guerre, et le Pakistan fait le gros du travail. À mon avis, je crois d'ailleurs l'avoir déjà dit sur votre chaîne, quand nous parlons de la Russie, nous parlerons peut-être de la Russie, de l'Iran et de la Chine, comme de la voie du Sud global, comme de la voie qui crée le nouvel ordre mondial. Et dans ce nouvel ordre mondial, où les Chinois créent le cadre islamique, c'est très important. Oui, c'est vraiment, vraiment très important. Je pourrais facilement continuer à vous parler pendant 1 heure de plus, Praveen, mais je sais que notre temps est écoulé. Merci infiniment d'avoir prêté votre voix extraordinairement informée, votre sagesse à notre chaîne et à notre audience mondiale qui ne cesse de grandir. J'apprécie vraiment de vous avoir ici. J'apprécie de vous entendre. J'ai hâte de vous retrouver. Alors merci beaucoup d'avoir prêté votre voix. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Merci à notre audience mondiale de nous avoir suivis. Si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Rendez-vous sur Substack, devenez membre payant, même nom, Transition Protocol, pour $5. Nous vous le livrerons directement dans votre boîte mail. Merci encore, Praveen.
Voulez-vous dire quelques derniers mots? Thank you again, Praveen. Do you want to say any final words? Non. Ce que je dis toujours, c'est merci, Zulfikar, de m'accorder de votre temps. Je vous en prie, je vais m'y attaquer. It is